Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Et vous arrivez tout juste de cette convention riposte de l'UMP organisée à grand renfort de chiffrage, de déclaration des différents rivaux à la primaire de François Hollande, parsemés sur les écrans. On en verra les images, on les a vues toute l'après-midi. Mais j'ai quand même d'abord une première question. C'est peut-être pas si simple pour un parti qui est au pouvoir et qui est au pouvoir en France depuis plusieurs années. Et alors qu'on vient d'annoncer que l'agence Moody's met sous surveillance la France pour les 3 mois qui viennent, d'accuser l'opposition qui n'est pas encore au pouvoir et qui pourrait l'être, mais qui n'y est pas du tout, d'être la plus dépensière, la plus, en quelque sorte responsable de cette dégradation de la note, alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont responsables de la dégradation de la note. Il s'agit tout simplement de dire aux Français, regardez bien et comparez. Regardez bien ce que propose le Parti socialiste. Regardez bien ce que cela veut dire des dépenses en plus dans un pays, la France, où on dépense déjà plus qu'ailleurs. Regardez bien ce que cela veut dire des impôts en plus dans un pays où on paye déjà plus d'impôts qu'ailleurs. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Et je crois, moi, j'ai voulu le faire tout à l'heure, c'est d'expliquer nous ce que nous avons fait et ce que nous proposons. Et ce que le Parti socialiste propose. Je pense qu'il faut comparer. Il faut respecter nos adversaires. Ça, je pense que c'est important. Et il faut jouer la carte de la... Vous trouvez que le ton a été trop violent, virulent du côté de la direction de l'UMP là-dessus? La riposte aujourd'hui, maintenant que la page des primaires est tournée, c'est maintenant, c'est pas n'importe comment. Et je pense qu'il ne faut pas attaquer les personnes, parce que la politique, 1, c'est pas la guerre civile. 2, on ne les attaquera jamais aussi fort que Ségolène Royal a pu le faire pendant les primaires. Elle s'en est donné à cœur joie. Donc on n'arrivera jamais à la cheville de Ségolène Royal pour critiquer les autres socialistes. Ne soyons pas sur ce terrain-là. Soyons plutôt sur le fond, sur les idées. Qu'est-ce que nous proposerons ? Qu'est-ce qu'ils proposent? Et que les Français puissent choisir. C'est ça la démocratie. Moi, j'entends une petite critique quand même de la manière dont c'est fait. Parce qu'on a le sentiment que, par exemple, sur les primaires, il y a eu beaucoup de positions différentes entre vous, entre Jean-François Copé, François Fillon. Ma position a toujours été claire. Ma position a toujours été claire, mais maintenant, les primaires, cette page-là, elle est derrière nous, clairement. Et donc, on ne prend pas ce ton acrimonieux et on fait du fond, c'est ça? Je pense que c'est aujourd'hui ce que nous demandent les Français. Et vous savez pourquoi aussi? On a une crise tellement violente que les Français ne veulent pas que la politique en elle-même soit violente. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de responsabilité qui nous est demandée. Et vous savez, quand on parle trop fort, quand on crie trop fort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne tourne pas le poste de la radio? Est-ce qu'on n'éteint pas sa télé? Est-ce qu'on ne passe pas à autre chose? Notre vrai sujet aujourd'hui en politique, c'est de parler aussi à celles et ceux qui n'ont plus forcément envie d'écouter la politique. Et c'est notre mission. Et encore plus quand vous êtes au pouvoir. Moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre une critique de la manière dont, par exemple, Jean-François Copé fait de la politique. Non, ne cherchez pas à opposer. J'ai dit ce matin dans le Figaro, par exemple, qu'il fallait qu'on s'impose une règle d'or à nous. Et on n'a pas besoin des socialistes pour ça, c'est-à-dire 0 déficit d'unité. Moi, je pensais qu'il était important d'aller à cette convention aujourd'hui, même si je pense que les conventions, c'est bien, mais qu'il faut aussi qu'on soit énormément sur le terrain. Nous avons des militants, il y a un potentiel de mobilisation qui, après ce rouleau compresseur, pardonnez-moi, médiatique, des primaires, nous disent parlez de ce que nous avons fait pour protéger les Français pendant la crise. Parlez du fond du projet socialiste. Et puis aussi, dites-nous quelle est la vision que vous avez pour la France d'après la crise. Effectivement. Tout ça, il faut le faire, pas seulement à Paris, mais aussi sur le terrain, aussi en province. Écoutez, j'ai presque l'impression que vous êtes d'accord. Aurélie Filippetti était sur le plateau de BFM Story il y a un instant et elle était très critique sur l'organisation de la convention, le déroulement. C'est quand même atterrant que le parti au pouvoir en soit réduit à faire un mélange d'exercices de battleur de foire et de roue de la fortune. Ils sont quand même députés, tous ces gens, ils devraient avoir un peu plus de dignité que de nous agiter comme ça des chiffres fantasmatiques pour faire peur aux Français. Oui, totalement fantasmatiques. Chiffre fantasmatique, roue de la fortune. C'est la réalité, ce chiffre. C'est la réalité de ce que serait l'application du projet socialiste. Tiens, une autre émission perdue de vue. Il est où le projet socialiste? Il faudrait lancer un appel à perdu de vue parce que le projet socialiste, Martine Aubry nous dit encore aujourd'hui, il a été voté à l'unanimité, il faut qu'il soit appliqué. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Et puis vous avez une autre dimension qu'il ne faut pas oublier. Vous avez, vous le savez bien, un rendez-vous déterminant pour l'Europe, c'est le sommet européen de ce week-end. Est-ce qu'il y a, dans le projet socialiste, est-ce qu'il y a dans les projets de François Hollande des mesures
pour régler la crise, pour nous sortir de la crise. Il y a eu un discours là-dessus. Ce sont des questions qui ont été posées pendant tous les oui, débats. Mais moi, je veux des réponses. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour régler la crise, pour nous en sortir, alors que je vois davantage en tout cas, il y a une réponse qui a été cette crise. Oui, mais il y a une réponse qui vient d'être donnée par cette mise sous surveillance de l'agence non, Moody's. Je parle aussi et qui est sur le pouvoir actuel, vous êtes d'accord, qui est quand même inquiétante. Et il y a une réponse aussi que François Fillon donne hier en disant attention, il y aura peut-être de nouvelles mesures d'austérité parce que la croissance ne sera pas au rendez-vous. Mais vous savez Donc pourquoi ? c'est un constat aussi pour le gouvernement d'aujourd'hui difficile. Oui, mais vous savez pourquoi ? C'est que tous les pays sont confrontés à cela. Pendant longtemps, on a fait n'importe quoi. On avait moins de croissance, allez, on laissait filer les déficits. En se disant une chose, il y a toujours quelqu'un qui nous prêtera pour pas cher. C'est fini, on a fini de danser. Parce qu'en fin de compte, il y a toujours quelqu'un qui prêtait, oui, mais il faut rembourser. Moi, je fais de la politique, ça me passionne. Mais c'est pas à mes enfants d'être courageux à ma place plus tard. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça arrive avec nous. On doit tout simplement, comme un père de famille, le budget risque de déraper. Eh bien, allez, on freine les dépenses. Voilà, c'est tout. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je fais moi en tant que maire de Saint-Quentin dans ma ville. Je ne veux pas augmenter les impôts. Alors, il faut que je fasse des choix. Il faut que je réduise certaines dépenses. Mais c'est ce que vous faites, vous, dans votre budget familial. Qu'on ait enfin une gestion et la gauche ne le de fera bon pas. sens. François Hollande, qui s'est présenté comme le candidat crédible, qui a insisté sur la réduction de la dette, sur la réduction des déficits, qui prévoit, contrairement à Martine Aubry pendant la campagne, un déficit zéro en 2017, lui, il n'y a pas cette intention, selon vous. Avec tout ce qu'il promet, il peut vraiment promettre un déficit zéro ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va falloir qu'il soit très précis. Moi, vous savez, j'étais le porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2007. J'ai vu comment le président avait convaincu les Français en étant très précis et très clair. Une élection présidentielle ne souffre aucune ambiguïté. Parce que les Français, vous savez, sont pleins de bon sens et ils savent si on leur ment ou pas. Et pour l'instant, François Hollande ne s'est pas livré à cette opération de vérité avec les Français. Nous, on va lui demander d'être clair. La campagne va commencer. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape. Puis il y en aura encore une nouvelle étape, la dernière ligne droite, au moment où le président de la République se déclarera candidat. Ce serait quand à peu près? Vous souhaiteriez que ce soit quand? Pas maintenant. Certains disent qu'il faut que ça aille plus vite, il ne faut pas le laisser trop d'espace, il faut aller... Non. Février, on ne se détermine pas en fonction des autres. Janvier, février? Pas maintenant. Pourquoi ? Parce que le président de la République aujourd'hui, il a à protéger les Français, le revenu des Français, l'épargne des Français, à nous sortir de cette crise. Imaginez s'il était dans la campagne, les gens diraient, mais attendez, on vous a élu pour quoi ? Pour 5 ans, pas pour 4 ans et demi. Ça, c'est le syndrome Jospin. Oui. Monsieur Jospin, à l'époque, élu pour 5 ans avec sa majorité législative, à la fin, il avait arrêté tout. Les Français lui ont jamais pardonné. Mais quand même, j'ai le sentiment que vous auriez bien besoin d'un chef à suivre tous ensemble et d'un même pas. Parce que, excusez-moi, mais j'ai pas vu François Fillon à la convention UMP. Sur ce plateau, hier soir, Jean-François Copé disait je lui ai proposé un pacte, moi je garde l'UMP, lui il va à Paris, et puis ce pacte semble caduc, donc en gros, il l'accuse d'avoir trahi sa parole. Et François Fillon. C'est compliqué pour moi tout ça. Oui, et pour nos militants, et pour nos électeurs. Il n'y a pas, de toute façon, le Premier ministre a été très clair. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de pacte. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'ordre du jour. Vous savez, il n'y a qu'une seule date qui compte. 2012, 2012, 2012. L'élection, la réélection de Nicolas Sarkozy. Et pas parce que c'est le président sortant, c'est parce que je pense sincèrement que par les temps qui viennent, il vaut mieux avoir quelqu'un de solide et d'expérimenté à la barre. Voilà ce à quoi je crois. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis, et peut-être que ce serait pas mal qu'il vienne plus vite, parce qu'il y a beaucoup de désordre. Écoutez, Rachida Dati, ce matin, elle sait maintenant que François Fillon va arriver dans la circonscription qu'elle brigue, elle répond. Mon équipe s'est pris une grosse... tôle, je vais dire, un gros échec cinglant sénatorial, mais c'est pas grave, j'ajoute de la division à la division en arrivant à Paris. Elle parle de François Fillon. La division, c'est les commentaires. La division, c'est les commentaires. C'est la réalité, hein, franchement. Non, mais oui, d'accord, mais attendez, mais on n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges. On a de l'énergie, du talent, de l'ambition, très bien. Allez, tout concentrer sur la campagne présidentielle. Il n'y a que ça qui compte. Moi, vous savez, je suis en permanence sur le terrain, pas seulement pour passer des messages, mais pour en recevoir. Et les gens nous disent la première des conditions, si vous voulez être réélu, l'unité. Deuxièmement, la combativité. Et ensuite, les idées. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et alors, la politique, c'est très exemple... simple. Il faut qu'on arrête de se parler les uns aux autres. Députés européens qui interpellent le Premier ministre. Non, c'est aux Français qu'il faut parler. Elle y va trop fort, alors, franchement. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Parce qu'aussitôt, ce sera un commentaire sur le commentaire. Je ne veux pas. Bien sûr que je pourrais vous répondre. Je ne veux pas vous répondre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'on parle aux téléspectateurs qui nous regardent et qui veulent savoir si oui ou non, on va les sortir de tout cela, de cette crise. Et si la France que l'on propose ailleurs va permettre à leurs enfants
de vivre mieux qu'ils ne le pensent aujourd'hui. C'est ça le sujet. Vous voulez vous rapprocher de Jean-Louis Borloo, si j'ai bien compris Oui, parce que je pense que l'UMP sera le fer de lance de la campagne d'un candidat, Nicolas Sarkozy, qui ne sera pas le candidat de la seule UMP. Et il faut préparer ce rassemblement. Moi-même, j'entretiens les meilleurs rapports depuis longtemps, même quand on ne savait pas si Jean-Louis Borloo irait jusqu'au bout, avec Dominique Paillet, avec d'autres avec qui je suis en contact. Et il faut qu'on montre bien, comme avec des amis du Nouveau Centre que j'ai, que l'on se parle, que l'on se voit, que l'on travaille ensemble. La logique d'une candidature à la présidentielle, c'est du rassemblement. Et c'est ça qui est d'entendre François Hollande. Pardon ? J'ai l'impression d'entendre François Hollande. Je ne suis pas socialiste. Non, mais c'est le nouveau. Maintenant, c'est le nouveau mot d'ordre de tous les côtés. Non, mais ça a toujours été ça, une élection présidentielle. La seule chose, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui mettent en œuvre ce rassemblement. Il va y avoir de nouveaux problèmes parce que les affaires rattrapent un petit peu le pouvoir en place. Bernard Squarcini, mis en examen pour des choses quand même graves. Hein. Numéro 1 du contre-espionnage français, est-ce qu'il peut rester à sa place alors qu'il est soupçonné de recel de secrets professionnels, en gros d'avoir utilisé les moyens de l'État pour espionner un journaliste. En Angleterre, le numéro 1 et le numéro 2 de Scotland Yard avaient démissionné pour moins que cela. Rotel Krief, la présomption d'innocence, ça existe, oui ou non ? Est-ce qu'on peut soupçonner, est-ce qu'on peut continuer à exercer... Non, c'est autre chose. Il y a des pays dans lesquels on considère qu'un responsable important, un haut fonctionnaire, doit être au-dessus de tout soupçon. Voilà. Et donc, il y a des pays dans lesquels il démissionne parce qu'on est seulement mis en examen, ou même pas. J'ai retrouvé la phrase du responsable Scotland Yard, à cause des accusations et des spéculations. Il a démissionné, même pas de mise en examen. Derrière ça, est-ce qu'on reste dans la présomption d'innocence ou est-ce qu'on fait comme le fait M. Hollande ? Mais pourquoi ? Pour essayer d'avoir une attaque supplémentaire, une attaque sur les personnes. Derrière, on le voit bien, c'est l'ensemble du gouvernement qu'il vise. Est-ce qu'on passe à la présomption de culpabilité ? Il faut le dire, c'est plus le même système. Hein. C'est plus le même système. Et en plus, attendez, sur toutes ces questions-là, je ne suis pas sûr que les socialistes soient bien placés pour nous donner des leçons. Vraiment pas. Vous pensez à quoi ? À leur histoire. À leur histoire. C'est-à-dire ? Non, mais attendez, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous me posez la question, je vous dis, 1, la présomption d'innocence, ça compte. 2, les socialistes comme donneurs de leçons, ça, c'est pas quelque chose qui me bluffe. Hein. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes l'invité d'Olivier Mazerolle dimanche soir. Et pendant 1h30, vous développerez tous les sujets de votre ministère aussi, emploi, santé, parce que le social, c'est aussi là-dessus qu'il y aura un jugement des Français. Merci. Restez avec nous dans un instant. On revient bien sûr sur la libération de Gilad Shalit avec Frédéric Ancel et Antoine Basbous. À tout de suite.